Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ici, bienvenue aux États généraux d'agriculture alternative. Et merci infiniment à tous les établissements d'enseignement agricole qui ont joué le jeu de participer avec leurs élèves à cet événement. Ça faisait depuis le début qu'on espérait avoir cette jeunesse qui est l'avenir de l'agriculture sur place. Et là, ça nous fait très plaisir. Alors cette année, on a fait une petite variante. Ouais, c'est très bizarre ce son. On a fait une petite variante avec notre amie Lucie Liège du CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui a accompagné les enseignants, enfin les équipes enseignantes et les lycéens pour nous proposer quelque chose de neuf. Je vais les laisser nous expliquer ce dont il s'agit. Merci. Oui, du coup, on a travaillé donc aussi avec Marie-Océane qui est là, avec une jeune installée en agriculture, avec des bénévoles de Terre de Liens pour définir un petit peu quel sujet de travail pour travailler sur la question de l'installation vue par les futurs installés, vue par des jeunes en formation agricole ou moins jeunes. Et donc, on a cerné 4 grands parcours types qui vont être présentés aujourd'hui. Donc, il y a l'installation entre guillemets plus classique de reprise dans le cadre familial. Il y a l'installation en collectif, l'installation quand on est non issu du milieu agricole et l'installation en espace test. On aurait pu en faire encore plein d'autres. Et donc on a travaillé avec les monitrices de la MFR de Villevallier et des enseignantes de la Brosse pour que les élèves travaillent sur ce sujet en enquêtant dans leur entourage, voire en enquêtant des structures qui accompagnent ces types d'installations et fassent les présentations aujourd'hui. Tu as un gage. MFR, Maison Familiale Rurale. Voilà. Alors ici, on a quand même une petite habitude. Comme on essaie de s'adresser à tous les publics, à chaque fois qu'on a une abréviation ou un acronyme, on définit ce dont il s'agit. Parce que sinon, on se retrouve dans un espèce de langage hermétique à tous les autres. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles, des fois, le monde agricole a des difficultés pour communiquer avec le commun des mortels, de même que l'administration avec le reste des humains, quand s'en sont aussi. Voilà, merci, je te laisse poursuivre. Et oui, donc si quelqu'un dit un acronyme ou une abréviation sans la définir, elle met 1 euro dans le petit bocal qui est au milieu. Et du coup, il y a 4 groupes qui vont passer chacun leur tour pour les présentations. Et à la fin, tout le monde remontera sur scène pour une partie échange. Et voilà, donc je vais laisser la main au premier groupe. Alors, qui commence à prendre la parole pour votre groupe? Vous allez vous présenter. Alors, le micro est là. Donc, présentez votre établissement et puis comment vous allez l'allumer normalement. Et comme ça, sur le menton. Bonjour à tous. Je me présente, Julien Chevillon, élève à la MFR de Villevallier en première CGEA. C'est quoi CGEA? C'est conduite et gestion d'entreprises agricoles. Merci. Donc je suis en apprentissage en Eure-et-Loire, à Poupry. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'installation et les inconvénients qu'il peut avoir en cadre familial. Donc les menaces de s'installer en cadre familial. Donc il y a des risques de se renfermer sur les connaissances qu'on a appris chez des personnes de notre famille et de ne pas s'ouvrir à d'autres expériences professionnelles. Et aussi recevoir, si l'entreprise est mal gérée, recevoir des critiques et de la discrimination de la part de nos supérieurs qui nous ont passé la ferme. Et crée aussi des fois des sentiments de jalousie si on a des frères, tout ça, qui n'ont pas eu la chance d'avoir la ferme et que nous l'avons, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça, ces conclusions auxquelles vous avez abouti, c'est des conclusions communes. C'est tout le monde a travaillé ensemble et vous êtes tous mis d'accord, ou parfois il y a des observations qui sont propres à une seule personne et les autres n'étaient pas forcément d'accord? Tu peux répondre pour tout le monde. Eh ben, moi, je pense que dans l'ensemble, tout le monde était plus ou moins d'accord. On a participé à chacun de nos textes pour pouvoir trouver plusieurs informations et les accorder ensemble afin de donner un avis collectif. Super, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Simon Boulot. Je suis à la MFR de Villevallier en première.
Aujourd'hui, je vais vous présenter les points faibles pour s'installer dans le cadre familial. Donc, il existe parfois des points faibles comme des conflits de génération, ou alors les méthodes de travail changent de génération en génération. Ouais, les nouveaux installés n'ont pas toujours les mêmes points de vue que nos anciens, car notre monde agricole évolue énormément et parfois ça peut causer des désaccords. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Bastien Lambrecht, je suis en stage, je suis en première à la MFR de Villevalier, je suis en stage à Charnieret-Puisé chez mon père. Donc je vais vous parler des opportunités pour s'installer en cadre familial. Il y en a plusieurs. Celle qui est la plus répandue, c'est une cession de ferme par quelqu'un de sa famille, un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, quelqu'un de la famille en gros, pour souvent différents motifs, mais le plus répandu, la retraite. Des fois, il y a un peu de reconversion professionnelle, mais c'est pas souvent. Mais par contre, quand on s'installe comme ça, il faut faire attention pour la reprise des terres. Parce que si les parents, ça fait l'exploitant d'avant, ça fait pas minimum 9 ans qu'il a été en location, et on n'a pas l'autorisation de les exploiter. Bonjour, je m'appelle... Pardon, excuse-moi, je voudrais un complément de réponse. On parle de fermage, là, quand tu dis, pour que tout le monde comprenne. Parce que ne pas oublier qu'on s'adresse aussi à des gens qui ne connaissent pas du tout le monde agricole. Oui, quand on dit ça, la location, souvent c'est plutôt le fermage que ça s'appelle. D'accord, c'est-à-dire que ce sont des terres qui sont louées. Oui. Et si elles n'ont pas été travaillées par la personne qui les loue pendant 9 ans, cette personne n'est pas légitime à reprendre ces terres, c'est ça? Voilà. Ok, merci beaucoup, c'est parfait. Alors, du coup, je reprends. Je m'appelle Aurélien Cerceau. Donc, je suis en première aussi à la MFR de Villevalier. Je suis en stage à Uri, juste à côté de Fontainebleau, donc à une dizaine de kilomètres en Seine-et-Marne. Je suis en stage en maraîchage et grande culture biologique. Et moi, je vais vous parler de l'installation avec une personne de sa famille. Donc ça, c'est dans le cas où la personne ne part pas encore en retraite ou alors qu'elle n'a pas de reconversion professionnelle, comme a dit Bastien juste avant. C'est possible seulement si les revenus de l'exploitation le permettent, ou alors que la superficie de la ferme permet des revenus suffisants, on va dire. Il y a aussi certaines aides possibles, ou alors des régimes fiscaux qui peuvent aider à mieux gérer les revenus de l'exploitation à deux, parce que ça peut être parfois difficile de s'en sortir. Il y a aussi un régime déclaratif qui existe pour tout ce qui est administratif et tout ça, parce que parfois ça peut être compliqué en s'installant. Donc voilà, en bénéficiant des deux, oui, ça peut vraiment aider à s'en sortir. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est une expérience qui est la tienne aussi. Tu connais cette situation ou pas? Oui, c'est ça. C'est dans mes plans pour plus tard, parce que mon père est pas du tout encore à l'âge de la retraite, et mon grand frère a déjà repris une ferme. Donc oui, c'est dans mes plans, de m'installer en société avec mon père et mon grand frère. Voilà. Et tu penses que vous êtes bien au niveau justement revenu d'exploitation actuellement pour que ça le permette? Alors actuellement non, mais il y a un voisin à nous qui va bientôt arrêter. Mais vu que j'aurai pas fini les études d'ici là, c'est pour ça qu'ils vont créer une société, racheter les terres et moi je rachèterai des parts plus tard. D'accord, donc en fait, oui, de passer par le format société permet de contourner des fois les reprises complètes et la SAFER. Oui, c'est ça, ça aide beaucoup. Société d'aménagement foncier d'établissement rural, je ne mettrai pas un euro. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi c'est Milan Combe, je
Je suis en stage à Dieray-Saint-Pierre, chez Guillaume Debreuve. Moi, je vais vous parler des points forts de s'installer dans le cadre familial. Donc, ça peut aider car on peut récupérer une session coûtant moins cher que des personnes hors cadre familial. On peut avoir des conseils de la famille, les connaissances de l'exploitation des terres, de son histoire, ce sont des points forts. Certains avantages financiers peuvent aussi être des points forts. Il est aussi possible de s'installer progressivement, car la proximité avec l'ancien exploitant le permet. Et l'on peut prendre au début, si besoin, des membres de sa famille en tant que salarié pour nous aider. Et voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, tous ces cas de figure là, c'est des choses que vous avez rencontrées. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inquiété particulièrement vous avez évoqué les différents problèmes au départ. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans vos prises de décision pour le futur? Vous pouvez prendre individuellement le micro, prendre la parole. Tu veux peut-être dire quelque chose, hein? Donc oui, ça peut impacter, ça peut toujours nous faire réfléchir, d'avoir passé des menaces. Donc ça peut toujours, ça peut se faire comme ça peut pas se faire. Mais il ne faut pas ignorer ces prises-là, quoi. Dans l'ensemble, vous êtes plutôt enthousiaste sur l'avenir et rassuré ou pas sur ces reprises et installations? Non, moi, pas du tout. Je suis pas du tout rassuré là-dessus. De toute manière, on le sait, le monde agricole, ça va pas. Et tant que ça n'aura pas changé, bah, moi, personnellement, je pense pas que je pourrais m'installer. Ah oui, carrément. Bah ouais, le problème de l'agricole, c'est que en ce moment, on commence à se rendre compte que c'est de plus en plus compliqué financièrement. Mais bon, de toute façon, c'est un métier où faut être optimiste, hein, faut faire confiance à l'avenir. D'accord. Bah, c'est un investissement sur l'avenir et on peut comprendre les craintes. On peut comprendre les craintes. Je te dirais bien que l'objectif, ça va, mais il faut gagner de l'argent au bout d'un moment, hein. Travailler gratos, perso, c'est pas mon truc, hein. On avait eu un agriculteur qui est intervenu sur une édition précédente. Parce que quelque chose qui revient souvent, c'est les agriculteurs sont là pour nourrir le monde, pour nourrir le monde, pour nourrir le monde. Et c'est vous qui nourrissez le monde et c'est nous qui nourrissons le monde. Et puis lui, il a pris la parole en disant, attendez, moi je commence par nourrir ma famille, après on verra. Et c'est vrai que c'est un peu négligé dans l'opinion publique parfois cet aspect. Tu veux ajouter quelque chose pour conclure ce petit tour de table avec cette équipe? Non, pas forcément. On verra après les questions du public. C'est intéressant d'avoir vos points de vue aussi. Et est-ce que vous avez, pour ces points de vue, peut-être questionné vos maîtres de stage qui ont eu ces parcours et qui, du coup, parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas souvent au moment de l'installation. On a l'impression que c'est fini. Et en fait, c'est vraiment une trajectoire après, même une fois qu'on est installé. Oui, on a préparé avec nos moniteurs des listes de questions qu'on a chacun posées à nos maîtres de stage. Donc ça nous a permis d'obtenir des témoignages extérieurs à nos familles. Ouais, super. Vous aurez peut-être des interlocuteurs dans la salle. Il y a des agriculteurs qui sont là, il y a des journalistes, il y a des personnes en lien avec différents types d'institutions. Vous avez Terre de Liens qui est présente, qui peut être une aide à l'installation sous une autre forme, c'est souvent une solution en fait, pour ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir s'installer. Alors je dis Terre de Liens, il y a d'autres exemples, mais cet après-midi, j'espère que vous pourrez être là parce qu'on va parler des communs dans le monde agricole. Les communs, c'est ce qu'on fait en commun et les différentes façons de le faire, que ce soit les achats de terre, que ce soit les reprises de ferme, que ce soit ces choses-là. Et en fait, souvent, les acteurs du monde agricole, qu'ils soient nouveaux dans le monde agricole ou installés depuis très longtemps, ne connaissent pas différentes opportunités qu'ils ont de s'installer avec très peu de moyens, sans la capacité de reprendre des fermes complètes et compagnie. Et ça, je pense que si vous pouvez rester cet après-midi, ça vous sera un peu utile et ça pourra peut-être vous rassurer. Et si c'est pas possible sur cet après-midi, il y aura le temps de forum aussi juste après la table, où il ne faut pas hésiter à aller poser des questions aux structures effectivement. C'est l'idée de tout ça. Est-ce que quelqu'un veut intervenir depuis la salle ou est-ce qu'on continue avec le prochain groupe? Non, pas de réaction?
Ok. Eh ben, écoutez, merci infiniment. Et puis, vous pourrez réagir encore depuis la salle si vous voulez. Je vous laisse vous Et donc après, interchanger. s'il vous plaît, c'est le groupe qui a travaillé sur l'installation en collectif de La Brosse. Donc vous l'avez peut-être perçu dans le travail qui a été demandé. On a demandé de faire une analyse de type force, faiblesse, opportunité, menace. C'est ça qui transparaît à travers les témoignages. Plus le nuage de mots qui a été fait avant l'exercice pour recueillir les représentations des élèves avant qu'ils étudient ce type d'installation. Et donc les représentations après. Allez-y, installez-vous. Il y a assez de place. Oui, vous pouvez rester debout. Ouais. Oui, vous avez le diapo. Du coup, celui-là, il n'est pas terrible. On a jusqu'à 10h30. Donc ça, c'est... Alors, on vous confie un micro, c'est celui-ci. Qui prend la parole en premier? Merci, mademoiselle, bonjour. Donc, je vous laisse présenter votre établissement et votre travail. Et puis après, on vous fait une petite danse. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes des étudiants au lycée agricole de La Brosse, à Venoy. Donc, nous sommes en BTS ACD, agronomie et culture durable. Et donc, on va vous présenter l'installation en collectif. Merci. Donc, tout d'abord, une définition générale du thème pour partir tous sur les mêmes bases. Donc, l'installation en collectif, c'est un regroupement d'agriculteurs qui gèrent ensemble des ressources, comme des équipements ou des activités agricoles, tout ça. Donc, leur objectif, c'est souvent de mutualiser les coûts, partager des connaissances, améliorer aussi l'efficacité des pratiques agricoles. Et dans certains cas, ça peut faire une meilleure négociation pour des prix de vente ou des prix d'achat. Et ça favorise la facilité d'achat ou de vente. On doit changer le diapo. Ça marche pas ce truc. Donc les étapes, les plus importantes étapes administratives pour s'installer en collectif, c'est donc une étude de faisabilité. Il y a la viabilité et les objectifs mis en place. Ensuite, il y a donc la constitution d'un groupe fiable aussi. Après, il y a le choix de la structure juridique dans laquelle on veut s'installer. Après, il y a donc la rédaction du projet, donc avec les objectifs, le fonctionnement, les financements et les ressources que l'on met en place. Après, donc, il y a le dépôt des dossiers, la mise en place des ressources et le gestion et suivi. Donc ça, c'est une fois qu'on est installé, il y a toujours le suivi des activités, l'analyse des résultats, etc. Qu'est-ce que vous appelez la mise en place des ressources? La mise en place des ressources, c'est un peu au moment où on s'installe, préparer avant tout ce qu'on a besoin pour s'installer. Le matériel, Voilà, le matériel, ça dépend après si on a des terres en commun, des choses comme ça. Merci. Faites-nous signe quand il faut qu'on change les diapos, si c'est possible. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi c'est Jules Cornu. Je suis en BTS ACD au lycée agricole d'Auxerre-la-Brosse. Et je vais vous présenter... faut montrer un peu le diapo. Ah ouais, pardon. Je vais vous présenter la Septerobio. Donc une CEP, c'est une société en participation. Donc en fait, c'est un groupement d'exploitation agricole. Donc c'est plusieurs structures qui travaillent ensemble sur le même assolement. Donc cette Septerobio se situe à Feuges, dans l'Aube. Donc pour vous présenter cette CEP, je me suis appuyé sur le témoignage de monsieur Eric Hameau. Donc la CEP a été créée en 2005. Aujourd'hui, elle compte donc 7 exploitations, dont 10 exploitants et 2 salariés agricoles sur la CEP. L'assolement total est de 1230 hectares. Et donc cette CEP s'est créée à la suite d'une CUMA. CUMA, une coopérative utile de matériel agricole.
Merci. Les motivations pour rentrer dans cette CEP et l'envie de travailler ensemble. L'optimisation du matériel aussi. Donc partager le matériel à plusieurs. Donc il y a différents acteurs pour créer la CEP, dont les comptables, les animateurs des relations humaines et les conseillers en gestion. Ensuite, au niveau de l'organisation du travail, donc chacun a ses spécialités. Donc par exemple, donc là la CEP produit ça va des plantes aromatiques jusqu'aux céréales. Donc chacun a ses spécialités. Par exemple, donc, dans les plantes aromatiques, et puis d'autres ont des spécialités dans les céréales. Donc ils se répartissent les tâches. Donc en avantage, il y a le fait de ne pas être tout seul sur la ferme. Donc c'est plutôt rassurant, notamment pour les investissements, le choix du matériel, le choix des rotations de culture par exemple. Donc c'est plus facile pour faire des projets. Ensuite, il y a la mutualisation des investissements. Et pour les inconvénients, donc on a une perte de liberté dans les décisions qui peut parfois amener à des conflits entre les différents acteurs de la CEP. Et donc le principal problème, c'est que la CEP aujourd'hui n'est pas reconnue par l'État, donc elle n'est pas reconnue en nom propre. En fait, l'État la voit comme plusieurs exploitations travaillant ensemble, mais pas une seule entreprise. D'accord. Et alors, non, on voit que c'est plus facile de faire des projets et en même temps qu'il y a une perte de liberté dans les décisions. C'est un petit peu contre-intuitif. On se dit c'est plus facile de faire des projets, mais c'est plus dur en fait, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions. Est-ce que les témoignages que tu as eus en allant te renseigner, ça éclaire un petit peu ça? Je précise, je vais te faciliter la réponse peut-être. Est-ce qu'ils font des projets qu'ils n'auraient jamais fait tout seuls? Première chose. Et est-ce que le fait de devoir tout négocier à un groupe n'empêche pas de faire les projets? Il y a deux questions. Bah oui, c'est plus facile dans un premier temps de faire des projets parce que, je sais pas, par exemple, vu que chacun a ses spécialités, des fois il y a des projets qui sont durs à monter parce qu'on a un manque de connaissances dans certains domaines. Ouais, dans certains domaines, c'est ça. Et donc, si on est à plusieurs, on s'y connaît mieux et on peut monter des projets plus gros. Et donc, pour la perte de liberté dans les décisions, des fois, oui, ça peut bloquer des projets parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord sur, par exemple, un investissement, des machines à acheter ou des cultures à mettre en place. Voilà. D'accord. Mais au final, ils arrivent quand même. Ça fait combien d'années qu'ils existent? De 2005. Donc finalement, c'est difficile de prendre des décisions. C'est un peu de perte de liberté, mais ils arrivent à trouver un compromis. Oui, c'est ça. Oui. Et le bilan est plutôt positif ou c'est un bilan où quand tu parles avec eux, ils te disent si c'était à refaire, on ferait autrement? Ah non, c'est plutôt positif. Ils essaient d'avancer ensemble, même si malgré ça, il y a des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors bonjour à tous, moi c'est Dorian Verdeau, donc étudiant également en première année de BTS ACD à la Brosse. Donc moi je vais vous présenter la CEP de Bord, donc toujours la société en participation, située à Bligny-en-Othe, dans l'Yonne. Donc pour la présentation de cette CEP, j'ai eu le témoignage de monsieur Benoît Leprin. Donc cette CEP a été créée en 2009. Elle est composée de 5 exploitations, donc 4 EARL et 1 GAEC. Alors EARL, exploitation, entreprise agricole à responsabilité limitée, et un GAEC, donc groupement agricole d'entreprises d'exploitation en commun. Donc cette CEP compte au total 788 hectares. Alors pour monsieur Leprin, ses motivations pour cette installation en CEP, c'est l'opportunité ça a été à la suite d'un arrêt d'un atelier. Donc il était éleveur laitier et il a décidé d'arrêter l'élevage pour ensuite reprendre, mais ça, voilà, c'est à côté. Et donc du coup, il s'est lancé dans l'assolement en commun. Donc au niveau de l'organisation dans cette CEP, chaque dossier est étudié par un binôme. Donc le travail est vraiment bien réparti. Tout est fait de façon égalitaire. Donc pour lui, les avantages de cette installation, c'est de pouvoir s'investir à plusieurs, donc pouvoir monter des projets qui peuvent coûter plus cher, mais à plusieurs, ça revient à un projet qui est vachement rentable. Donc on a aussi une flexibilité de la main-d'œuvre. Et au niveau des inconvénients, c'est difficile de s'adapter au travail en commun. Chaque personne a ses petites manières, a ses façons de faire, et chaque personne doit s'adapter à la façon de faire des autres. Et au niveau des dossiers juridiques, c'est très long. C'est très compliqué de monter une CEP.
Merci pour ce témoignage. Alors, pour la petite anecdote, on avait un des représentants de cette CEP qui était dans la salle hier dans le public, et on a échangé avec lui, et il est intervenu. Et il nous a aussi fait part de l'énorme différence entre les différents exploitants qui étaient là. On en a par exemple un qui était pro-OGM quand il est arrivé dans la CEP, d'autres qui sont plutôt à vouloir aller vers le bio. Et malgré des différences qui sont aussi colossales, pareil, même chose, ça fait plusieurs années que ça fonctionne. Toi, tu travailles sur cette exploitation ? Non, pas du tout, c'est juste une interview. Merci beaucoup. OGM, c'est 1 euro, Eric. Ah, OGM, organisme génétiquement modifié. Merde. Non, c'est encore à moi. Donc, Donc je vais également présenter le GAEC des Beaux-Arts, donc situé à l'OM, toujours dans Lyon. Alors pour cette petite présentation, on a eu le témoignage de monsieur Jérôme de Cocker. Donc le GAEC a été créé en 1988. Donc c'est monsieur Jérôme de Cocker et son frère qui sont installés. Il compose 194 hectares et 60 vaches laitières. Donc les motivations pour monsieur de Cocker, c'était de reprendre la ferme familiale avec son frère. Voilà. Donc il a eu l'aide des jeunes agriculteurs à l'installation. Pour lui, les avantages de s'installer en GAEC, ça a été faciliter la charge de travail, faciliter la prise de décision et la manipulation des bovins. Voilà. Donc l'élevage de bovins, c'est un type d'élevage assez dangereux. Donc être plusieurs dans ces genres d'élevage, c'est vachement avantageux. Et au niveau des inconvénients, celui qu'on retrouve le plus, c'est l'entente entre les associés. Voilà. Merci beaucoup. À propos de l'entente entre associés et de la difficulté à faire ensemble, il y a un fameux terme qui est aussi un acronyme, c'est le PFH, le putain de facteur humain. Et ça, c'est quelque chose que, à partir du moment où on veut faire en commun, il faut apprendre des méthodologies. Le prodigieux facteur humain, mais quand Hubert Reeves le disait, il parlait du putain de facteur humain quand même. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un frein, le fait que ce soit difficile, parce que... Ce n'est pas forcément un. Il faut s'adapter, quoi. Donc je vais vous présenter la SNC Les Fermes du Ravillon. Donc SNC, c'est une société en nom collectif. Donc on est à Val-Ravillon, dans l'Yonne. On a eu le témoignage de Mathilde Maury. La SNC elle a été créée en 2016 par 5 associés. Donc leur but, c'est de vendre et de commercialiser des produits agricoles qui sont issus des fermes des 5 associés. Donc ses motivations à Mathilde Maury, c'était de meilleurs débouchés et éviter la concurrence entre les fermes voisines du village. Les avantages, c'est d'avoir des compétences différentes, la flexibilité du temps de travail, et c'est plus rassurant. Et les inconvénients, pour elle, c'est beaucoup de réflexion à avoir. Pour faire un projet, il faut tout se concerter. C'est l'entente toujours entre les associés et des débouchés compliqués face à la concurrence industrielle. Parce qu'ils sont essentiellement en vente directe, c'est ça ? Ils vendent en direct, mais ils vendent aussi dans des magasins. Mais leurs produits sont plus chers par rapport à la concurrence, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de tout ce qui vient d'être dit ? Merci. Non, toujours pas, décidément. Ah. Est-il facile de sortir d'une scène ? Est-ce que tu le sais ? En fait, on n'a pas trop eu à entendre ça, parce que tous ceux des témoignages qu'on a eu qui étaient dans les CEP, ils étaient tous très contents. Et on leur a demandé comment ils voyaient le futur, et ils ont dit qu'en aucun cas ils ne changeraient leur décision d'intégrer la CEP. Alors honnêtement, je ne peux pas vous répondre s'il est vraiment difficile de sortir d'une CEP. En plus, chaque CEP peut avoir des règles qui lui sont propres et qui facilitent ou non la sortie, d'après ce que j'ai compris. Tu connais peut-être un peu, Lucie, ces systèmes-là. C'est un des sujets. Et d'ailleurs, un truc intéressant qu'on a pu entendre à propos des CEP, c'est que bizarrement, ce sont rarement des entités qui aspirent à l'agrandissement. Et ce qui permet un remplacement, il y a une plus forte souplesse aussi en termes de changement d'un des membres de la CEP. Pour les reprises, c'est facilitateur aussi, apparemment, parce que justement, il y a cette mutualisation de l'effort, ce partage des terres qui est un peu différent, et ça peut être facilitateur pour l'installation. On nous disait, par exemple, que
un agriculteur qui va partir à la retraite peut être remplacé par 2 ou 3 agriculteurs, puisque c'est l'ensemble du parcellaire qui est partagé par cette CEP. D'autres précisions? Non? Vous voulez préciser quelque chose? Personne? Ok? Si? Non? Non? D'accord. Ben, merci beaucoup. Il y a juste la petite conclusion à la fin. Ah, pardon. J'allais été caché par le canapé. Donc du coup, pour conclure sur tous les témoignages qu'on a eus, on a remis un peu tout en ordre. Donc déjà, les forces, c'est l'investissement à plusieurs. Ça permet quand même d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, il y a la flexibilité du temps de travail et les différentes compétences apportées par tous les gens dans les collectifs qui ne viennent pas forcément de formations toutes pareilles. Ensuite, les faiblesses, donc bien sûr l'entente entre associés. Et ça implique beaucoup de discussions. Ensuite, les opportunités, c'est l'optimisation du matériel. Aussi, il y a l'opportunité qu'a pu avoir Monsieur Leprin, c'est de rejoindre la CEP suite à une place qui s'était créée. Et l'opportunité aussi de reprise de ferme familiale, comme dans le GAEC des Beaux-Arts. Mais aussi, il y a une menace là, qui concerne plus la SNC du Ravillon. Donc c'est la concurrence face au prix des industries. Très bien. Et alors, à titre personnel, vous 4 là, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un modèle que vous dites, bon, pourquoi pas, mais je vais faire autre chose? Est-ce que le fait d'avoir étudié ces modalités, ça a fait quelque chose chez vous? Moi, c'est sûr que oui. Je suis fils d'agriculteur. Mon père est installé avec son frère. Et c'est sûr qu'on voit aujourd'hui les avantages que ça a, surtout au niveau de la répartition du temps de travail, du temps que ça peut libérer. Donc si l'un ou l'autre a quelque chose de prévu, l'autre peut s'arranger pour le remplacer le temps d'une journée ou même des fois d'une semaine ou 2 quand on part en vacances. C'est là qu'on est content d'être plusieurs. Donc pour moi, oui, je pense que l'installation en commun, c'est assez important et c'est quelque chose de bien, je pense. Quelqu'un d'autre? Non? Vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. Hein. Pas d'avis? Très bien. Merci beaucoup. On va accueillir le groupe suivant. Alors le groupe suivant, c'est le groupe de la MFR qui a travaillé sur l'installation quand on est non issu du milieu agricole. On dit parfois NIMA, si vous entendez l'acronyme. Alors si on vous assoit, on va faire un jeu de la chaise musicale par contre. Vous voulez vous asseoir ou vous préférez être debout? D'accord, bon, alors debout, chacun dans un coin, et puis on met un ring au centre. Il faut qu'il y en ait à côté de moi quand même. Vous avez aussi un diapo ou pas de diapo? D'accord, donc vous pouvez repartir sur la scène s'il n'y a pas de diapo, il n'y a pas de problème. Qui commence à prendre la parole? Super, merci. Donc je te laisse présenter ton établissement scolaire, votre classe et puis votre projet. Le micro bien là. Bonjour, je m'appelle Dimitri Bertel, je suis à la MFR de Villevalier en première. On va vous parler s'installer hors cadre familial. Donc on va vous parler des menaces pour s'installer hors cadre familial. S'installer hors cadre familial, il y a plusieurs difficultés. Déjà, on n'a pas d'aide familiale. Les banques ne nous aident pas trop à avoir un prêt, à avoir des bâtiments, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué de s'installer. Et il y a plusieurs risques aussi. Les risques, c'est le faillite aussi, si on trouve la ferme, etc. Les difficultés à avoir les premières années. Et puis, c'est les banques surtout. Parce que les banques, surtout, ils ont peur. Il faut que tu aies un projet solide pour avoir une ferme. Alors qu'on va s'avancer un tout petit peu pour que vous soyez dans la lumière. Merci beaucoup. Pareil, un petit peu, si vous pouvez vous avancer un tout petit peu, ce serait génial. Merci beaucoup. Que tout le monde puisse bien profiter de vous. Tu veux dire qu'en fait, les banques ne prêtent pas à ceux qui ne sont pas issus de l'agriculture parce qu'elles n'apportent pas de garantie suffisante ou parce qu'ils prennent un risque plus grand en créant leur activité? C'est un plus gros risque parce que tu n'es pas sûr que ton projet y tienne. Ça dépend des années, si tu fais une bonne année dès le départ ou pas. Ça peut dépendre. Et alors qu'en reprise, ce problème ne se pose pas? Si, mais c'est un peu plus facile parce que tu as l'aide familiale, tu as déjà une structure, une exploitation qui normalement qui tient la route.
alors que quand tu commences de zéro, c'est beaucoup plus compliqué. Merci. Tu veux rajouter quelque chose ou... D'accord. Alors je laisse passer à ton voisin. Alors bonjour à tous, moi c'est Maxime Devé. J'étudie à la MFR de Villevallier, je suis actuellement en première. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation en orcade familiale. Alors, il peut y avoir des risques d'isolement socialement avec des gens du coin qu'on ne connaît pas forcément. Ensuite, il peut y avoir pas mal de conflits, par exemple quand on reprend l'exploitation qu'on ne connaît pas forcément avec le vendeur, parce qu'on ne va pas forcément s'y connaître. Ensuite aussi avec les voisins, parce que ça peut faire pas mal de jaloux. Parce que quand on n'est pas du coin, qu'on arrive comme ça dans un pays, qu'on ne connaît personne et qu'on reprend une exploitation, ça peut causer pas mal d'embrouilles. Ensuite, on n'a pas le soutien de la famille pour nous assurer derrière. Donc on n'est pas tout seul, mais on n'a pas de la famille pour nous aider. Donc ça peut engendrer pas mal de problèmes. On peut aussi, par la suite, ça peut causer pas mal de problèmes. Tout simplement. Et puis tout ça pour dire que l'installation en cadre familial, faut avoir les bras sur les épaules. C'est une expression, c'est un néologisme. On peut essayer des trucs, il n'y a pas de problème. J'étais pas sûr de moi, mais non. Et puis il faut aussi avoir un bon portefeuille. Et puis pas mal de courage, parce que maintenant il faut pas mal de courage. Faut pas s'arrêter au premier échec. Et puis essayer, puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on se reconvertit ou alors on change de décision. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci. Je te laisse passer le micro à ton voisin. Bon, bonjour, moi c'est Brian Gerbeau. Je suis en première CGEA à la MFR de Villevallier. CGEA conduite et gestion d'exploitation agricole. Donc je suis en apprentissage à Bussy-en-Othe, pas loin d'ici. Donc moi je vais vous présenter les opportunités de s'installer en hors cadre familial. Donc comme une personne âgée qui prend sa retraite et qui n'a pas de successeur, ou bien par le réseau RDI, répertoire départemental d'installation. Donc il y a d'autres éventuelles solutions, comme reprendre une ferme en difficulté afin de relancer l'exploitation. Et puis c'est à peu près tout. Ça fait pas tant d'opportunités que ça finalement. Pas trop, non. Mais, avant qu'on ait fini le tour, est-ce qu'il y en a qui sont concernés par ce hors cadre familial, s'ils doivent travailler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça commence à faire du monde quand même. Hein, c'est intéressant. C'est intéressant dans une profession où normalement on dit que les départs à la retraite ne sont pas remplacés, se dire qu'il y a des gens qui viennent hors cadre familial et qui ont l'intention de reprendre des exploitations ou de devenir... Après, il faut surtout avoir des occasions aussi. Vas-y, garde le micro. Il faut avoir des occasions. Si on veut reprendre une exploitation, il faut vraiment voir... je sais pas comment dire. Faut trouver l'opportunité d'avoir quelqu'un qui cède, d'avoir un cédant. Voilà, oui. Merci. Je te laisse passer le micro. Waouh. Technique. C'est un travail en commun, c'est bien. Donc moi je m'appelle Manon Nogar, je suis en stage à Argenteuil-sur-Armançon, je suis en première CGEA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole. Donc moi je vais vous présenter les points forts de s'installer hors cadre familial. Donc pour s'installer hors cadre familial, on peut choisir les types d'exploitation qu'on veut faire. Donc si on veut faire un élevage, une exploitation maraîchère ou biologique, ou grande culture, classique. On peut choisir son assolement selon ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé de rester dans le classique blé, orge, colza. Et aussi, on peut choisir de travailler seul ou à plusieurs. Donc en fait, c'est une ouverture que tu n'aurais pas forcément en reprenant une exploitation qui vient de ta famille, où les parents diraient tu feras ça comme moi j'ai toujours fait et compagnie. C'est ça que tu exprimes ? Oui, c'est ça. On n'a pas la pression familiale. On peut faire ce que l'on veut. D'accord, merci. Alors bonjour, moi je m'appelle Joanne Zéquin, je suis en première CGEA à la MFR du Villevallier. Je suis en stage à Grandchamp à côté de Charnieret-Puisé. Du coup, moi je vais vous présenter les points faibles de ce type d'installation qui sont, pour commencer, on ne connaît pas la ferme qu'on va reprendre, on n'a pas l'arriéré des terres, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils ont été travaillés, ce qui est un gros désavantage pour le type de culture qu'on veut choisir. Aussi, quand on fait ce type de reprise, les aides financières sont beaucoup moindres. C'est plus difficile de réussir à
à apporter des fonds. Les démarches administratives lors du lancement de la ferme sont énormément supérieures au cadre familial, ainsi que la charge de travail est beaucoup plus importante pour essayer d'avoir une exploitation viable selon la façon qu'on veut la gérer. Donc, ce qui entraîne très souvent au début de cette reprise une exclusion sociale, c'est-à-dire qu'on se renferme beaucoup trop sur le travail et notre vie privée est souvent impactée. Voilà. D'accord. Alors, petit rebond sur ce que tu exprimais. Comment dire ? Je ne sais plus. C'était une super idée à la base, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Très bien, tu es libéré. Tu peux passer le micro. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Soline Jumer. Je suis en stage à Bellegarde, en bovin-lait. Et aujourd'hui, du coup, les installations hors cadre familial représentent 30% des installations. Afin de réussir au mieux son installation, du coup, il y a des aides proposées, comme la Chambre d'agriculture qui propose un suivi du début jusqu'à la fin de l'installation. Et du coup, les aides financières de la banque, ça dépend, selon, oui ou non. Il peut y avoir un revenu, il peut y avoir ou pas. Et après, il y a la DGA, c'est la dotation aux jeunes agriculteurs, qui propose une aide financière qui varie selon certains critères, comme les diplômes qu'on a eus, les types d'élevage, etc., d'agriculture du moins, si on a de la grande culture ou de l'élevage. Et il y a une majoration, il me semble, si on veut faire de l'élevage. Parce que du coup, vu que l'élevage, c'est assez compliqué, etc. Voilà. Merci. Alors, j'ai retrouvé ma question. Mon observation. C'est plus difficile quand on arrive hors cadre familial parce qu'on n'est pas censé connaître l'arriéré des terres. Mais est-ce que finalement, de prendre un poste d'ouvrier agricole ou d'accompagner quelqu'un plusieurs années avant une reprise, c'est pas l'occasion de connaître justement ce travail des terres et leur état? Si, ça peut aider. Après, il faut trouver l'opportunité. Il faut trouver une ferme qui peut le permettre, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Et est-ce que vous avez des rencontres au sein de la MFR, alors ça peut concerner la brosse aussi évidemment, avec des cédants qui viennent plusieurs années auparavant pour rencontrer d'éventuels repreneurs au sein des établissements scolaires? À ma connaissance, du temps que je suis à la MFR, on n'en a pas eu. D'accord. Est-ce que quelqu'un de la brosse peut nous dire si ça existe à la brosse? Ça n'existe pas. Ouais. Il y a peut-être un truc à réfléchir là-dessus. Je te dis ça comme ça au passage. Merci beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Cyprien Cobillard. Je suis en apprentissage à l'OM dans le 89. Alors l'installation hors cadre est plutôt compliquée parce qu'il faut trouver des fermes pour des agriculteurs qui cèdent, mais ils ne savent pas à qui vont céder, donc c'est compliqué. Après, comme je disais, c'est compliqué parce qu'ils ne connaissent pas la personne. Comme disait Maxime, ça fait des jaloux après, peut-être. Après, s'installer seul, c'est compliqué aussi. Parce qu'il n'y a pas d'aide, comme on disait. Après, ça prend du temps sur la vie personnelle. Donc, on n'est que par le travail après. Et il faut surmonter les épreuves et puis ne pas baisser les bras. Donc toi, tu es enthousiaste, c'est ton cas? Non, moi je vais reprendre la ferme de mon oncle, mais c'était pour changer. Et alors, justement, tu reprends la ferme de ton oncle, est-ce que ça ne pose pas d'autres problèmes? Non, il n'y a personne qui va reprendre, donc c'est bon. D'accord, mais tu n'as pas de souci, comme ça a pu être exprimé précédemment, dans le tour de table précédent, d'un oncle qui voudrait que tu poursuives son œuvre de la façon dont il a toujours produit, et que toi, tu aurais des idées un peu novatrices ou différentes? Non, j'ai un oncle qui est assez ouvert à tout ce qu'il fait, il essaye des cultures, il tente un peu de tout, quoi. Ah, c'est bien, c'est une bonne opportunité. Merci beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Alexis Juchor, je suis en première bac CGEA à la MFR de Villevalier. Je suis en polyculture élevage, bovin lait et grande culture à Cudo.
sur la route de Villefranche-Saint-Phal. Moi, c'est pour en conclure. En ce moment, il y a pas mal de manifestations. Donc, les agriculteurs manifestent beaucoup en ce moment pour qu'on puisse au moins avoir quelque chose à l'avenir. Mais vu en ce moment, même c'est depuis toujours, les prix des céréales baissent. Le prix des phytosanitaires, ils font que d'augmenter à chaque fois. Donc, ça nous pose pas mal de problèmes. On ne gagne pas assez pour pouvoir essayer de repayer après sur nos semences, sur nos engrais, sur tout ce qu'on met dans les champs. Donc c'est plutôt compliqué après pour essayer de s'installer. Et au niveau des banques, c'est très compliqué parce qu'on ne passe pas inaperçu, on passe pas facilement devant les banques. Donc on a beaucoup de mal aux aides financières parce que même grâce à tout ce qui nous aide, on ne peut pas forcément... comment expliquer ? On ne peut pas forcément s'installer en hors cadre parce que on n'a pas vraiment beaucoup d'aide et souvent c'est l'argent qui nous manquera pour essayer d'avancer. Sans argent, je pense qu'on ne peut pas beaucoup s'installer. Ouais, d'où la nécessité de repenser aussi les modèles économiques agricoles, comme ce qu'on a vu faire en commun, ce qui fait que ça divise un petit peu la mise au départ, comme aussi viser énormément l'autonomisation des fermes. Quand tu n'as plus besoin d'acheter d'intrants parce que tu les produis sur ta ferme, ça peut être intéressant aussi de comprendre ces méthodologies-là. C'est des choses qui sont abordées, ça enfin, vous venez de commencer, je sais, vous n'êtes pas depuis très très longtemps dans les études, mais est-ce que c'est quelque chose dont vous savez que ça va être abordé ou que ça a été abordé? Je pense que ça va être abordé, je viens à peine de commencer. D'accord. Vous avez des acteurs ici de l'autonomisation des fermes, justement, pour que ce soit d'un point de vue énergétique, soit d'un point de vue des intrants, que ce soit sur les méthodologies et la mise en commun de l'apprentissage de nouvelles méthodes. Et quant au financement, on pourra en reparler, notamment avec le fait de ne pas être propriétaire quand on démarre et qui peut être une opportunité aussi. Ça allège beaucoup les charges. Merci beaucoup. C'est sympa ce son, je trouve. Merci beaucoup pour ce travail que vous avez réalisé et pour l'avoir restitué. Merci à vous de nous avoir invités. C'est tout un honneur. Pardon, allez-y. Merci. Du coup, le dernier groupe de la Brosse qui a travaillé sur la question des espaces tests, s'il vous plaît. Alors la Brosse, ils viennent de plus loin, hein. C'est plus long pour arriver jusqu'à la Seine. On s'assoit ? Oh là là, vous me fatiguez. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui commence. Parfait. Vous avez un diapo ? Ah, c'est parti. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par présenter un peu tout le monde. Donc en face de moi, Stanislas Vors et Baptiste Agri. Juste à côté de moi, Erwan Legrand et moi-même, Aurélien Hameau. Donc on est des élèves de première année en BTS Agronomie Culture Durable à La Brosse. Et donc on va vous présenter l'installation en espace test. Donc on va déjà commencer par dire qu'est-ce qu'un espace test, parce que c'est pas le plus connu. Donc ça permet de développer une activité agricole de manière responsable et autonome, tout en réduisant la prise de risque, car on n'est pas propriétaire, et c'est porteur de projet. On essaye un peu ce qu'on veut. Faire un petit signe pour changer s'il faut changer la diapo. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des différents types de production. Alors, il y a les légumes, fruits qui le maraîchage, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, les fleurs coupées, des élevages mais assez restreints, et c'est principalement en agriculture biologique. Merci. Donc, j'ai présenté un petit peu comment on fait un espace test. Donc, en amont du test, on fait des entretiens avec le porteur de projet pour faire le bilan des expériences agricoles qu'il a, donc les formations, etc. Définir le projet et vérifier la pertinence, et étudier la faisabilité du lieu test. Donc, ensuite, on a un dossier de candidature, donc on fait ça de préférence pendant l'été. C'est les périodes pendant lesquelles les tests se libèrent. Donc il y a une présentation du projet, un budget prévisionnel,
un CV et donc la validation du dossier par semeur du possible et copilote. Donc semeur du possible, c'est l'intermédiaire entre ceux qui veulent effectuer le test et copilote. Donc copilote, c'est ceux qui vont vraiment aider à s'installer sur l'espace test. Alors, pardon, excuse-moi. Copilote, c'est une entité qui est quoi? C'est la Chambre d'agriculture? C'est une entité indépendante? C'est le ministère de l'Agriculture? Alors moi, de ce que je me souviens, c'est indépendant. Voilà. D'accord, parce que cet espace test, c'est quoi? C'est un statut légal ou c'est une modalité? Alors en fait, c'est mis en place par soit les communes, soit les régions. Donc quand ils ont des parcelles, ils ne savent pas trop quoi en faire et ils veulent installer des nouvelles activités, ben, ils proposent ça. Tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Je te laisse poursuivre. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Pas de souci. Donc les tests, c'est souvent 2 ou 3 ans. Et donc à la fin du test, soit ils récupèrent les terres en créant une entreprise, soit ils peuvent avoir un statut chez Copilote, donc c'est CESA. Donc c'est un contrat entrepreneur salarié et associé. Donc il n'est pas complètement propriétaire et c'est Copilote qui continue à l'aider après. Et donc sinon on peut faire une réorientation du projet. Alors les avantages de ce type d'installation, c'est faciliter l'installation, l'accès aux terres, peu d'administratifs comparé à une installation, à une vraie installation, moins d'investissement personnel, mais attention la première année. Pourquoi attention pour la première année? Car cela, pour les investissements, c'est une collectivité. Puis il faut faut faire une demande, puis soit ils acceptent, soit ils refusent. Donc ça peut être un peu long et oui, c'est voilà. Ça. Puis une pression moins élevée, car tout ne repose pas sur nos épaules. Et donc les principaux inconvénients du système. Donc, on fait un test sur peu de foncier pour certains et donc l'agrandissement par la suite peut être compliqué. Donc ça c'est pas forcément que le test pour l'agrandissement, c'est en général aujourd'hui c'est plus compliqué. Et donc les possibles contraintes imposées par le propriétaire sur la manière de produire. Donc il y a certains propriétaires qui obligent l'agriculture biologique ou l'ACS, donc agriculture conservation des sols. Donc là, c'est la carte des différents espaces tests qu'on peut retrouver dans la région Bourgogne. Donc avec ceux qui sont les anciens lieux de test, ceux qui sont occupés. Donc nous, on a pris contact avec 3 espaces tests. Donc un à Joigny, à côté de Joigny, avec Coralie Tain qui s'occupe des fleurs coupées. Voilà, elle est présente dans la salle. Après, on a eu contact aussi avec Maxime Forest, qui est paysan boulanger, et Alexène Carrier et James Raden pour le maraîchage. Non. Donc, on a eu un espace test en maraîchage du coup, avec Alexandre Carrier et James Raden, qui se situe à Coulanges-les-Nevers dans la Nièvre. Donc, eux, c'est la mairie qui leur laisse un terrain. Donc, sur 2 hectares pour leur installation en maraîchage. Ça a été une opportunité qui leur a été proposée par la Chambre d'agriculture pour l'appel à projet. Suite à ça, la mairie de Coulanges met à disposition du matériel qui est voté après dans les commissions, accepté ou non. Donc, d'où la première année peut être compliquée pour certains éléments. Maintenant, on va parler de Coralie Tain. Du coup, elle est en espace test fleurs coupées à Champlay, donc juste à côté de Joigny. Elle, c'est un site de 0,8 hectares au Colombier Vert. Donc, c'est les propriétaires qui mettent à disposition cet espace. Voilà. Elle s'est installée à l'aide de Semeur du Possible, justement. Elle a pris contact avec eux. Et c'est eux qui se sont occupés de lui trouver l'espace. Ensuite, tout ce qui est financement. Elle, ce qu'elle en retient de ce type d'installation, c'est que c'est assez positif parce que ça lui permet de ne pas être trop contrainte par tout ce qui est administratif. Ensuite, c'est vraiment, ça lui délaisse beaucoup de charges mentales, on va dire. Parce que ça lui permet de pas tout repose pas sur ses épaules.
Et grâce à Copilote, donc, qui est une couveuse d'entreprise, ça lui permet d'avoir quand même des investissements et un accompagnement derrière. Donc franchement, elle trouve que c'est plutôt positif, mais au final, elle voudrait quitter ce lieu et en trouver un autre pour s'installer autre part. Maintenant, on va parler de l'autre, donc c'est l'autre espace test, donc c'est un paysan boulanger. Donc ils sont 2 à Tarbes-l'Abbaye. Ils ont trouvé eux grâce à leur connaissances personnelles et semeur du possible. Donc c'est un exploitant agricole qui est bientôt à la retraite, qui leur a fourni 40 hectares de son exploitation et qui leur permet de tester leurs différentes méthodologies, oui. Et donc il y en a un qui est ingénieur en agricole, donc lui c'est plutôt tout ce qui est agricole, et l'autre il est ingénieur informatique mais il s'est reconverti dans la boulangerie. Et du coup là ça fait depuis octobre qu'ils y sont. Donc ils sont en train de mettre en place leur atelier boulangerie et ils ont déjà mis en place leur atelier agricole donc. À noter qu'ils sont en agriculture biologique, donc ça leur permet de plus valoriser leurs produits. Et eux, leur objectif à terme, c'est de s'installer. Et pareil que Coralita, en fait, leur ressenti par rapport à ce type d'installation, c'est que c'est plutôt positif. Et ça leur permet de pas trop avoir d'administratif à faire. Ça, c'est le grand point fort, on va dire. Et aussi qu'ils sont pas mal accompagnés et ils peuvent facilement réorienter leurs projets. Donc maintenant, comme bilan, on a fait un... L'exploitant qui possède la ferme actuellement, sur laquelle ils viennent tester, quelle est la nature de son accompagnement? C'est pour potentiellement après reprendre son exploitation au moment où il partirait en retraite. Et du coup, lui, il est aidé aussi par Copilote et par Semeur du possible, qui sûrement doivent lui financer un petit peu ou avoir racheté, on va dire, des parts de son exploitation. Oui, parce que 40 hectares en moins sur son exploitation, il doit le sentir passer dans ses finances. Donc il faut qu'il y ait une compensation quelque part. Donc maintenant, on a fait un petit récapitulatif, on va dire, avec les forces. Donc les forces, c'est une aide économique, notamment sur le matériel, ce qui permet de ne pas trop financer. Justement, quand on n'est pas issu du milieu, ça nous permet d'avoir moins de financement à mettre sur la table, on va dire. Ensuite, ils sont très accompagnés par Semeur du possible, par Copilote et par d'autres organismes. Il y a beaucoup moins de stress parce que c'est pas leur exploitation, donc on va dire que s'ils se loupent, c'est pas trop grave. Ensuite, il y a la possibilité d'accéder à des terres facilement, parce que quand on est hors cadre familial, trouver des terres c'est un peu compliqué. Et par le lieu en espace test, ça nous permet d'avoir des petits espaces, donc plus d'amplitude, on va dire. Puis même, on a plus de temps pour nous et plus de temps pour réfléchir le projet. En opportunité, par exemple, tester son modèle économique et son système de production sur des petites parcelles, donc moins de contraintes et plus d'amplitude dans leur mouvement, on va dire. Et ce qui est pour les faiblesses, c'est une surface qui est non adaptée à une vraie installation. Mais il faut rappeler quand même que pour des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, trouver un peu de terre pour commencer leur activité et avoir un pied à terre, on va dire, ça aide déjà beaucoup au lieu de racheter tout d'un coup. Ça nécessite aussi des réserves économiques et personnelles. C'est comme un investissement, une reprise. Par la suite, il faudra sortir les billets, quoi. Et puis les risques liés à ça, c'est les contraintes imposées par les propriétaires. Donc, comme on l'a dit, ça peut être sur le bio, label AB, ou encore l'ACS, agriculture de conservation des sols, qui peut pousser les gens en espace test à modifier leur plan, peut-être. J'ai une petite question. Est-ce que quand tu parles de surface non adaptée, tu parles surtout pour des grandes cultures ou c'était aussi le cas pour les maraîchers qui du coup trouvaient les surfaces trop faibles à terme? Alors, déjà en grande culture, 40 hectares, c'est pas très réputé pour en vivre, on va dire, vu que l'agriculture aujourd'hui va déjà pas très bien, qu'on a de la surface. Mais après, vu qu'ils font leur transformation, ils retouchent quand même, ils arrivent à valoriser leurs produits. Et pour le maraîchage, 2 hectares, c'est déjà une bonne base pour s'installer. Et je pense, dans le cas qu'on avait avec Alexandre Carrier et James Raden, être à 2 sur une exploitation de 2 hectares, je pense que ça peut être juste. Oui. Et est-ce que vous avez eu des exemples d'espace test où il y a la possibilité d'acquisition après la période de test?
Par exemple, oui, les paysans boulangers, eux, à terme, ils veulent reprendre l'exploitation et c'est leur objectif, quoi. Et l'espace test. Et du coup, la surface d'espace test ne continuera pas en espace test, mais sera intégrée dans la surface de la ferme. Oui, c'est ça. C'est l'espace test à terme est voué à disparaître, on va dire. Question complémentaire, ça peut être vous deux aussi, hein, vous n'êtes pas prévu de micro. Est-ce que vous avez un retour sur le fait que les banques, derrière, si quelqu'un doit s'installer après être passé par cette phase de test, il a plus de crédibilité que s'il arrive complètement ex nihilo, hors cadre familial et tout ça? Alors déjà, il faut savoir que pour s'installer, il faut avoir un minimum de connaissances dans le milieu agricole et avoir fait montrer un CV et des expériences, on va dire, dans l'agricole, parce que sinon, si on n'a pas d'expérience, on n'a pas grand monde qui va nous suivre. Donc, par exemple, dans notre cas, James Raden, celui qui s'installe en maraîchage, qui a un espace test en maraîchage, lui, il a fait un BPR, par contre, ça, je sais pas, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et du coup, c'est suite à ça qu'il a acquis des connaissances. Et puis même avant, il avait fait des expériences en tant que maraîcher. Sinon, s'installer dans un milieu qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours possible. Et puis à noter aussi que les porteurs de tests, ils sont très accompagnés par Copilote, qui leur finance aussi une partie et qui peut les accompagner après l'espace test pour leur permettre justement des financements plus faciles et plus accessibles. Oui, il y a aussi les aides, les différentes aides qui ont déjà été citées, quoi. Et puis tout ce qui est mairie, région ou département qui peuvent financer le matériel. Et petite question complémentaire, quand on a commencé ensemble le travail, vous n'aviez pas forcément connaissance de ce dispositif des espaces tests. Est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous en pensez après avoir étudié des différents systèmes par rapport aussi à vos projets personnels? Donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc après il faut réussir à trouver les opportunités pour s'installer là-dessus. Donc on espère que dans le futur ça se développera et qu'il y en aura plus tout simplement. Donc, on est une partie, on connaissait pas du tout l'espace test avant. Puis du coup ça nous a permis de connaître tout ça. Moi personnellement, oui, ça m'a inspiré, mais après c'est pas mon objectif de reprendre une exploitation agricole, donc c'est intéressant de le connaître, comme ça on pourra en discuter autour suivant nos futurs métiers, quoi. Alors moi je trouve ça très inspirant et très facilitant aujourd'hui dans l'agriculture pour s'installer, pour ce que ça demande de l'argent et puis mettre à disposition du matériel, des terres à quelqu'un qui veut s'installer, c'est déjà plus simple pour se lancer dans l'agriculture, dans l'agriculture en général. Moi, je trouve ça intéressant pour les personnes hors cadre familial dans l'école. Mais pour moi, par exemple, je suis fils d'agriculteur. Moi, je voudrais m'installer à terme sur une grande surface en grande culture. Donc, je trouve ça pas très intéressant. Merci. Un témoignage utile. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle par rapport à tout ça? Le témoignage de la première intéressée, peut-être, mais ça peut se faire différemment, sous forme d'échange. Oui, on rappelle qu'il y a le forum qui commence juste après. Vous allez pouvoir avoir des échanges directement avec les différentes entités ou des représentants de ces entités-là dont vous avez parlé. Tu voulais rajouter quelque chose, Lucie? On vous remercie beaucoup, c'était génial. On arrive un petit peu au terme de tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des réactions du public quand même, que des gens s'expriment. On va faire circuler un micro. Et qui veut faire circuler le micro d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent Oh, merci, c'est très gentil. C'est bon, il est censé fonctionner. C'est juste qu'il va se réveiller après. Donc, encore 3 petites secondes. C'est bon? Oui.
Je pose une question et après je fais circuler le micro. Donc Sophie de la fresque du sol. Ma question c'est tout à l'heure vous avez déjà par rapport à juste ce qu'il vient de se dire là, est-ce qu'il y a des enfants d'agriculteurs qui, suite à la connaissance de cet espace test laissé par des agriculteurs, sur des terres laissées par des agriculteurs, trouvent ça inspirant pour dire à leurs propres parents voilà, on pourrait encourager l'installation d'autres. Si par exemple la ferme est trop grande et qu'on ne se sent pas de le faire tout seul, de se dire on pourrait proposer une partie des terres en espace test à des personnes. Voilà, c'est pour savoir si ça inspire. Et puis l'autre chose, c'est est-ce que tout à l'heure il y avait eu la suggestion d'organiser des rencontres avec les personnes qui pourraient s'aider au sein des lycées agricoles. Donc les personnes qui sont dans les lycées agricoles, est-ce que ça les inspire et comment ils vont faire pour mettre ça en place ? Alors du coup, moi, je trouve ça déjà très inspirant d'un point de vue agricole, l'espace test, parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et vu que le monde agricole devient assez compliqué, c'est assez facilitant. Et secondo, comment dire, personnellement, je pense que certains agriculteurs, vu que c'est un peu la guerre pour les terres et tout ce qui peut être reprise du matériel entre eux, comme les installations sont assez compliquées. Mais je pense que pour quelqu'un qui ne trouve pas de repreneur, c'est quelque chose d'assez intéressant de favoriser l'installation de une ou deux personnes en mettant des espaces tests sur son exploitation. Et donc, pour appuyer sur la question qui a été posée, est-ce que vous avez connaissance ou est-ce que vous vous sentez concerné dans vos familles par la possibilité d'offrir des espaces tests à de futurs repreneurs éventuels ou tout simplement de nouveaux installés qui seraient là provisoirement ? Est-ce que quelqu'un a ce genre de positionnement, d'idée Moi, je vais répondre de mon point de vue. Donc, je suis un peu issu du milieu agricole et j'ai comme projet de reprendre une exploitation. Donc, par exemple, au moment de départ à la retraite, on va dire, ou laisser quelques terres de maraîchage en fonction des types de sols qui peuvent ou ne pas être adaptés, ça peut être intéressant. Et après, on a par exemple, alors je prends la parole 2 secondes, mais on a des exploitations agricoles où on se dit que les pointes, ces zones difficiles à exploiter par exemple, sont susceptibles d'être mises en espace test, par exemple pour du maraîchage, quand on est céréalier ou autre, et ça fait partie des pistes. Apparemment, Semeur des possibles s'intéresse à ce type d'endroit, et on trouve des agriculteurs qui filent des ragouignards de trucs où personne n'a envie de cultiver pour ces espaces tests, et ce qui est quand même déjà pas mal. D'autres réactions? Alors les établissements... Ah, tout là-haut, c'est ça? Oui. Ah, pardon. C'était pour répondre à la question, en fait. Ça aussi. Pardon. Oui, je vous voyais. C'est aussi pour répondre à la question. Oui. Donc, je suis Claire de Bullois, je suis monitrice à la MFR de Villevallier. On a l'avantage en MFR de choisir un peu les interventions et d'être assez libre sur qui on a envie de faire rencontrer à nos élèves. Et effectivement, la question de savoir faire des rencontres cédants futurs installés, là, c'est clairement un point qu'on n'aborde pas pour l'instant. On voit le poids accueil installation, on voit le responsable installation des JA, mais on n'avait pas encore eu l'idée de faire des forums cédants, accesseurs, et ça peut être une opportunité justement de réfléchir à comment on l'organise, mais clairement c'est quelque chose que je vais travailler. Alors Terre de Liens organise ce genre d'événement et peut être éventuellement facilitateur ou complémentaire. Ça c'est quelque chose qu'on sait. Merci. BioBourgogne le fait aussi, et on organise avec les BPREA donc tous les ans ce qu'on appelle le défi transmission, où BioBourgogne, c'est en partenariat avec BioBourgogne, où on fait la visite de la ferme, et à partir de là les élèves travaillent sur un projet. En fait, ils se mettent dans la position d'éventuelle reprise de la ferme. Ce qui est très bien pour eux, parce que quand on essaye de s'installer, on n'a pas forcément le terrain, les bâtiments, tout ce qu'on souhaite. Donc ça leur met aussi dans une possible flexibilité par rapport à ce qu'ils veulent faire.
Et pour le cédant, c'est très bien aussi parce que lui, il a ses idées aussi par rapport à ce qu'il a fait toute sa carrière et ça le projette aussi dans une éventuelle reprise qui ne va pas être forcément ce qu'il aurait souhaité. Voilà. Et donc on fait une restitution devant l'agriculteur, devant la chambre d'agriculture. Voilà, on travaille aussi sur toute la partie viabilité économique. Enfin, il y a tout un travail qui est fait autour de ça et c'est très très intéressant que ce soit pour le cédant ou pour les apprenants. Merci. Voilà. Il y avait une autre réponse là-haut, je crois. Bonjour, Romuald Bardot, je suis intervenant aussi sur le BPREA de la Brosse. Je voulais faire un petit complément d'information dans les histoires de tuilage ou de transmission. Il y a aussi un dispositif qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une forme de tutorat qui est financé où on peut être 1 an sur l'exploitation en vue de s'installer avec le cédant. Financé par ? Je ne sais plus, c'est Start Agri, ouais, voilà. Mais c'est quoi? C'est la chambre? C'est la région. Non, c'est la région ou la chambre. Je sais plus. Enfin, moi, nous, sur l'exploitation, on en a vu un et on avait eu quelqu'un et on s'était rendu compte que c'était pas compatible de bosser avec lui. C'est aussi un moyen de un crash test, quoi. Donc ça peut permettre à la fois de connaître l'exploitation et de savoir si c'est possible aussi de bosser dans le but d'une collaboration. Moi, il y a tous les BPREA qui sont là et j'aurais bien aimé avoir des réactions. Savoir si tous ces modèles d'installation, ça vous inspire, si vous aviez des modèles déjà en tête et si la présentation de tout ça avait éventuellement fait changer quelque chose. Pardon. Bonjour. Du coup, je suis intervenante aussi au CFPPA, mais du coup, en fait, je travaille. C'est quoi un CFPPA? C'est centre de formation pour les adultes plutôt des reconversions. Non, c'est dans le cadre de l'installation et dans les parcours à l'installation, en complément en fait avec Semeurs du possible et puis un certain nombre d'autres acteurs, on s'est rendu compte aussi qu'il manquait quelque chose en fait entre des gens qui sortent de BTS par exemple, d'écoles d'ingénieurs. De la pratique en fait, et il y a quelque chose qui existe en Bourgogne-Franche-Comté maintenant qu'on teste depuis 2 ans, c'est l'immersion agricole du coup, où pendant 3 mois en fait des futurs installés vont aller faire de la pratique purement dans les exploitations et autour d'échanges et ils rencontrent tout un tas d'acteurs et de partenaires à l'installation. Mais voilà, c'était juste pour compléter sur les parcours et sur les aides qui peuvent être données parce que ceux qui sont hors cadre familiaux, parfois c'est assez compliqué effectivement de trouver du foncier, de se projeter effectivement à un endroit et l'immersion aide. Et puis il y a aussi tout un pan qui est l'idée qu'on se fait de l'installation et ce qu'on idéalise. Et des fois, c'est un peu différent quand on se retrouve dans le dur. Ouais. Et question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que vous constatez que quand on fait ce type d'itinéraire un peu plus poussé, comme par exemple ce tutorat pendant 1 an ou autre, les banques suivent mieux? Une non-réponse de ce type est une réponse. Je ne sais pas, on n'a pas des banquiers là, ce serait plus simple en fait que nous. Nous, dans l'accompagnement qu'on fait, enfin, dans ce qu'on voit, c'est que les parcours à l'installation depuis 2 ans sont quand même relativement compliqués. Compliqués pour les aides parce que du coup le monde agricole est vraiment en tension où les gens qui s'installent, il y a des problématiques sur les revenus mais il y a des problématiques aussi sur la production et un gros questionnement effectivement en lien aussi avec le changement climatique, avec des maladies qui apparaissent, enfin voilà, tout un tas d'autres problématiques. Donc je pense que j'espère que ça facilite, mais j'en suis pas convaincue. Alors sur cet aspect, justement, des problématiques nouvelles liées aux crises actuelles, que ce soit climatiques, économiques ou autres, on aura une restitution dimanche d'un atelier qui a été fait hier en off, on va dire, pas de façon publique, entre des agriculteurs et puis des médiateurs autour de ces questions-là. Et c'est aussi des choses qui commencent à émerger, c'est-à-dire un accompagnement aussi sur ces questions-là. Et pour aider les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs qui sont déjà installés à trouver des solutions à ces problématiques qui sont extrêmement nouvelles. Une autre observation peut-être? Bonjour, je m'appelle Nina, je suis en BPREA du coup au CFPPA. Ça fait beaucoup de... Oh la vache, les acronymes. Moi, je suis en spécialité maraîchage et plantes aromatiques avec le voisinage et
et etc. Et c'est quelqu'un qui est en grande culture qui va me mettre à disposition ce champ. Et ça va être vraiment, le projet, c'est vraiment d'investir petit à petit, donc essayer de ne pas avoir affaire aux banques du tout. Et parce que je suis fille d'agriculteurs et ils sont vraiment des tout petits agriculteurs aussi. Mon père est éleveur bovin laitier sur 20 hectares. Il a 15 vaches. Et il transforme après, c'est comme ça qu'il a sa clientèle. Et mon oncle est sur 1,5 hectare, il vend des volailles. Donc moi, c'est mon exemple. Et bon, mon père, il se trouve qu'il a emprunté, mais mon oncle n'a pas du tout emprunté pour lancer son exploitation. Et je pense que c'est aussi comme ça que l'agriculture se faisait avant. Il y avait forcément des emprunts en fonction des exploitations, mais ça se faisait aussi petit à petit. Et les gens le faisaient aussi par souci d'autonomie de se nourrir, en fait. Et donc moi, ça va être un peu l'objectif là, quand j'aurai le champ, parce que sur 1,5 hectare, on peut faire des choses, mais sans emprunter, il faut le faire petit à petit. Et moi, c'est mon objectif personnellement. Et donc, du coup, j'aurais pas besoin forcément des espaces tests et tout ça, parce que je me suis un peu débrouillée par moi-même. Mais voilà, moi, c'est mon point de vue, et je pense que ça peut être une façon de se lancer petit à petit aussi, sans avoir affaire aux banques. C'est plus facile sur de la plante aromatique et médicinale et du maraîchage que sur de la grande culture de procéder comme ça. Ah oui, complètement. Ça, je ne dis pas le contraire, mais c'est aussi possible sur de l'élevage. Mon oncle, je vous dis, il est sur 1,5 hectare. Après, voilà, c'est pour des volailles. Si on a des moutons, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Hein. Après, moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. J'ai vraiment grandi là-dedans, donc... je prends cet exemple-là, je critique pas du tout les autres. Évidemment, en grande culture, il faut un minimum de surface pour en vivre. C'est juste un choix de vie, en fait. C'est un choix de travailler aussi. Merci beaucoup. Il y avait une réponse à côté à propos du mouton, peut-être? Alors, moi, je mets dans le nord de Lyon. Donc, autant vous dire que moi, je veux me lancer dans l'élevage. Et dans le nord de Lyon, il n'y en a pas. C'est que de la culture. Même on a vu sur la carte tout à l'heure, ça m'a interpellé. Sur les espaces tests, le nord de Lyon est complètement oublié. Moi, je m'installe hors cadre familial. C'est pareil. Donc j'ai eu la chance d'avoir fait des rencontres avec des porteurs de projets en agri-photovoltaïque. Donc qui va pouvoir me permettre de faire un élevage. Et surtout, en fin de compte, moi, j'ai ce qui me plaît donc moi, ce qui me plaît dans l'élevage, en fin de compte, c'est d'être proche de mes bêtes. Donc, je veux un troupeau à taille humaine. Et c'est vrai que si on veut vivre de son élevage, en fin de compte, en tant qu'éleveur, il faut 400 têtes. Et honnêtement, toute seule, c'est pas possible. Et puis on perd un rapport, c'est énorme. Donc, on arrive. Et je bouge pas. Oui, c'est bon. Et donc, c'est pareil, en fin de compte, moi, ça fait 2 ans que je mûris le projet. J'ai acheté j'ai acheté quelques brebis et je monte mon projet tout doucement. Et le but aussi, c'est pareil, c'est d'investir de réussir sans les banques. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Et c'est surtout ça. Et par contre, je reviens sur l'étude tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait hors cadre familial, on est tout seul. Ça va revenir. Ça marche pas. Ah, ça marche pas. Bon. Ah, maintenant. Bonjour. Super. Donc, Sylvain Ponce, pareil, je suis au BPREA. Moi, je suis en reconversion professionnelle. J'ai une chance que mon beau-père me propose de reprendre sa ferme. La chance, c'est que c'est une petite ferme de 133 hectares. L'inconvénient que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de fermes qui se sont agrandies à un point où c'est que les reprises sont très compliquées. Parce que moi, vu que c'est une petite ferme, l'investissement est moindre
que ceux qui vont reprendre des fermes qui sont presque à 1 million, ils s'endettent pour un long moment, quoi. C'est l'inconvénient, c'est que les banques, après, quand les fermes sont trop grandes, c'est là qu'ils ont du mal à prêter. Donc, ce que vous dites, donc, c'est que vous, en étant petit, vous pensez que les banques prêtent plus facilement à des petits, parce qu'on a aussi un souci autre, c'est que la SAFER, par exemple, dit on veut avoir des choses qui soient déjà bien assises, qui sont de confiance, dont on sait que le modèle économique est robuste, et ils ont tendance à ne pas trop voir de robustesse dans les petites structures. Après, la ferme que je vais reprendre, c'est une petite ferme de 133 hectares, mais qui fait de la qualité. Donc il y a déjà des contrats et tout ça. Donc il y a une assise, elle a 4... comment vous dire, ça fait 4 générations qui sont dessus, donc elle est rentable. Donc moi, personnellement, j'ai aucun apport et la banque me fait le prêt, puisque derrière, ils ont déjà l'ancienneté de la ferme. Oui, là, c'est plus parce que vous êtes sur la poursuite de quelque chose qui était déjà... C'est en cadre familial. Ouais.